autant dire qu'on travaille quotidiennement ensemble, entre autres dans l'animation de ces webinaires et aussi avec des thématiques de programme de travail autour du PPS, par exemple, et notamment de cette question de la précocité, qui n'est pas nouvelle, mais dont vont vous parler brillamment Laura et Juliette, qu'on a sollicité pour, on va dire, leur double expertise, en tout cas leur regard vraiment qui nous semblait intéressant. À la fois, Laura, tu te rappelleras, tu te présenteras, mais par ta formation et ton expérience en cancéro et en soins palliatifs, et Juliette également par ton expérience dans le champ des soins palliatifs et en cancéro à Eugène Marquis. Donc vraiment, ce double regard croisé nous semblait intéressant et concret, parce que il faut que ce soit concret. Euh, Puisque c'est enregistré, vous avez tout ça pour mieux comprendre la caresse, mais en gros, on a quatre grandes missions. On peut même d'emblée passer à la slide d'après, si tu veux bien, Morgane. Et donc, on est trois à votre service, donc deux, on va dire, chargés de mission, Anne et moi-même, et puis Tatiana, qui est chargée de communication. Pour nous permettre justement d'être le relais des équipes et également le vôtre si vous avez des questions ou des messages à faire passer via la newsletter, via d'autres thématiques et des travaux à mener en commun. On a en gros quatre grandes missions, donc diagnostiquer les organisations de soins palliatifs et l'organisation régionale des soins palliatifs, notamment actuellement dans le cadre de l'animation de cette filière régionale et des filières territoriales. Donc ça représente 8 filières territoriales, une par territoire. Et puis, deux grandes missions autour de la diffusion des infos lors de cette culture palliative, comme on dit, et un travail à faire en permanence, bien sûr, pour accompagner les nouveaux, notamment autour des thématiques un petit peu plus récentes, comme ces formations, ces sensibilisations aux derniers secours, qui sont l'équivalent un petit peu des premiers secours en santé mentale, si vous connaissez ça, donc à destination principalement du grand public, et puis un grand volet communication autour, avec des outils, ce qu'on fait là, le site internet, la newsletter, voilà, qu'on vous invite vivement à rejoindre et surtout à nous solliciter si vous avez des besoins et des messages à faire passer. On est là à votre service. Voilà pour ce qui concerne la caresse, et autant vous laisser la parole directement, Juliette et Laura. Merci Stéphane. Alors, docteur Coupé, on ne vous entend pas. Je pense que votre micro est coupé. C'est Voilà. bon. Ouais. Bonjour, donc merci à l'Oncologie, Onco-Bretagne et la CARESP de m'avoir invité à discuter un petit peu avec vous. Donc moi, je suis effectivement médecin responsable des soins palliatifs sur le centre hospitalier de Centre-Bretagne. Je suis pneumologue et onco-pneumologue de formation. J'ai un DESC d'oncologie. J'ai pratiqué je suis formée de Lille et j'ai pratiqué aussi au Québec quelques années. Je suis de retour sur la France en Bretagne et donc je fais des soins palliatifs depuis 2020 avec forte de toute mon expérience en spécialité médicale. Et je vais donc vous expliquer un petit peu comment on fonctionne sur l'hôpital depuis mon arrivée. J'ai bien la diapo suivante. Donc sur le T8, on a sur le centre hospitalier une unité de soins palliatifs de 10 lits depuis 2014, une équipe mobile de soins palliatifs qui était intra-hospitalière depuis au moins une quinzaine d'années et en extra-hospitalier qui a remplacé le réseau depuis 2021. On a une HAD effectivement qui travaille de pied ferme sur l'approche en soins palliatifs, 3 lits identifiés de soins palliatifs sur des lits de médecine de rééducation, SMR, et 6 lits de LISP sur Guémené qui ont bien développé leur activité récemment. Et depuis peu, une proposition d'HDJ de soins palliatifs sur le centre hospitalier.
Donc, pour parler plus précisément de l'équipe mobile, on est un équivalent temps plein médical depuis un bon 2 ans, 3 IDE, soit 2,8 ETP, un temps de psychologue, un temps de secrétariat. Les temps d'assistante sociale, d'ergo, de cadre sont vraiment... le temps de cadre, il est là, mais elle est prise par beaucoup d'autres points. Donc, on fonctionne un petit peu sur les soins de support aussi aux besoins sur les ressources hospitalières. La diapo suivante, s'il te plaît. Donc, notre activité intra-hospitalière, elle est essentiellement sur les services de médecine, de chirurgie depuis toujours. On a développé des partenariats de plus en plus présents, dépendamment des services. Hein. Je pense que c'est un peu partout pareil, il y a des services de prédilection. Ici, nous, on n'a pas de service d'oncologie, d'hospitalisation, donc c'est la médecine polyvalente qui hospitalise le principal patient suivi en chimio, mais on a aussi tous les services de médecine avec les diagnostics de spécialités d'organes, et donc on a aussi beaucoup de patients qui nous sont orientés lors du diagnostic quand il y a des symptômes qui sont réfractaires ou mal contrôlés. De plus en plus, on va avoir une activité où on va nous demander de rencontrer les patients en vue d'un suivi extra-hospitalier, que ce soit en gériatrie, mais aussi en oncologie, quand on a vu que d'emblée, la prise en charge elle est complexe en raison du caractère métastatique très symptomatique des patients. On nous les met présents très rapidement. Et donc, ça arrive parfois qu'on connaisse le patient avant l'oncologue. On a aussi évidemment une activité de coordination, c'est nous qui gérons les admissions sur l'unité de soins palliatifs, donc on est en lien constant avec ce service-là. L'équipe médicale, elle tourne, donc tous les médecins interviennent sur l'USP, ce qui facilite vraiment la coordination, de même que les infirmières qui ont toutes travaillé là-bas et dont une continue d'alterner ces temps avec nous, donc qui permet aussi une prise en charge homogène. Depuis peu, on a de plus en plus d'hospitalisation aussi pour des soins de support, donc vraiment des patients qui sont encore en soins actifs, mais qui nécessitent une prise en charge spécialisée sur les symptômes réfractaires. Comme il n'y a pas de service de chimio, on préfère d'hospitalisation d'oncologie, on le fait dans nos lits. Et on a développé une prise en charge beaucoup plus précoce aussi des soins palliatifs via notre partenariat avec l'oncologie. On a un oncologue sur le centre hospitalier qui est un des oncologues de la clinique Saint-Yves, qui est régulièrement remplacé pendant ses congés par ses collègues de Vannes. Et donc, tranquillement, au fur et à mesure du temps, on a d'abord développé des staffs de soins de support où on parlait, où surtout les infirmières avaient l'occasion de monter, un petit peu faire remonter les patients qui étaient problématiques. On a commencé à les voir rapidement et on a aussi décidé, comme un accord, que nous soient adressés tous les patients de pneumologie, donc les premiers diagnostics de cancer de poumon métastatique, on les voyait à première rencontre après la consultation d'annonce, ce qui a permis tranquillement de remonter un petit peu la chaîne du soin palliatif dans cette idée d'une démarche palliative. La prochaine slide, l'activité extra-hospitalière, donc à la demande des médecins généralistes, des EHPAD, des oncologues, parfois des territoires de proximité, nous demandent de voir les patients à domicile quand il y a un arrêt de traitement sur les services de chimio périphériques, au T8. On a aussi de plus en plus de soutien de staff dans les EHPAD notamment, des activités de formation, de sensibilisation sur les directives anticipées, sur des ateliers pour améliorer les prises en charge en autonomie des acteurs de première ligne, des temps de lien, le ville-hôpital avec les CPTS, notamment via le support Globule, qui est une application de lien entre professionnels de santé. Voilà, la slide suivante, s'il te plaît. Donc, l'unité de soins palliatifs, elle est adaptée aux besoins. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a besoin de beaucoup de support en oncologie. Donc, on se fait régulièrement le relais de la médecine polyvalente, beaucoup de patients de gériatrie et problématiques sociales, évidemment, des problématiques de maintien à domicile. Assez souvent, on a un staff mensuel avec l'HAD. Et puis des temps de staff en intra avec l'équipe mobile quand c'est nécessaire. Des temps de supervision, évidemment.
qui sont requis. L'hôpital de jour est ouvert depuis très peu de temps, mais donc on a commencé par une journée par semaine avec 4 patients, des patients qui sont sélectionnés entre guillemets par l'équipe mobile, que ce soit via l'intra ou l'extra-hospitalier, donc des patients qui sont encore au MS2, 3, capables de se déplacer mais beaucoup trop altérés pour être capables d'être autonomes, par exemple pour aller aux activités de la Ligue, proposées par la Ligue en ville, qui ont besoin de bons de transport pour venir avec des ambulances, etc. Donc des patients qui sont en fin de parcours oncologie, on va leur proposer de venir prendre part à l'activité de l'hôpital de jour une fois par semaine, en général une fois tous les 3 semaines par patient. On offre les supports du panier de base, diète sociale, psychologue, l'équipe mobile, des temps de repas thérapeutiques, et nous on a fait très attention à pouvoir permettre aux patients d'obtenir des soins complémentaires de bien-être ou du temps d'appât, de socio-esthétique, etc., avec les partenariats avec la Ligue et avec le soutien aussi financier de l'hôpital. Notre art thérapeute qui vient régulièrement aussi. C'est tout des temps dont les patients se saisissent beaucoup, et surtout le côté en groupe, petit groupe, leur plaît aussi beaucoup. Comme c'est des patients qui sont fragiles, ils ont tout simplement parfois des temps de sieste, et ça permet aussi du répit des dents. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y avait pas de slide après. Voilà, c'est le tour de Juliette. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, je vous remercie également de m'avoir invité à ce webinaire. Donc, moi, je suis Juliette Le Bourlet, je suis médecin de soins palliatifs au Centre Eugène Marquis. Le Centre Eugène Marquis, c'est un centre de lutte contre le cancer du groupe Unicancer, et donc qui est basé à Rennes et qui est le seul CLCC, Centre de lutte contre le cancer de Bretagne. Donc, nous, au niveau de notre équipe, on a 3 infirmiers de soins palliatifs qui ont en total un équivalent temps plein et qui travaillent à mi-temps sur d'autres services. Donc ça, c'est assez riche d'avoir des infirmiers qui font autre chose à côté, qui sont en hôpital de jour de chimiothérapie ou dans les services d'hospitalisation d'oncologie, qui sont là depuis 2019. Et en médecin, moi je suis présente tous les jours. Je suis médecin généraliste de formation, à la différence de Laura, donc c'est ça qui est assez riche aussi. Et j'ai fait donc un internat de médecine générale avec une FST de soins palliatifs, et j'ai fait un master 2 de médecine palliative. Et donc je suis arrivée au Centre Eugène Marquis directement après mon internat, il y a 1 an. Donc c'est aussi intéressant d'avoir 2 visions très différentes l'une de l'autre. Nous, notre équipe de soins palliatifs, elle est intégrée au département de soins de support oncologique, on nomme le DISPO, et donc là, c'est un peu les différents intervenants avec qui on travaille au quotidien. Sur le territoire, on est basé sur le territoire 5 au sens où on est sur Rennes. Par contre, c'est vrai qu'on a des patients qui peuvent venir de toute la Bretagne, voire de la Mayenne, voire plus. Mais l'avantage, c'est que sur le territoire 5, c'est quand même la grande majorité de nos patients, et on est quand même plutôt bien doté en équipe de soins palliatifs sur le territoire, avec plusieurs unités de soins palliatifs, plusieurs LISP, des équipes mobiles également, et des hôpitaux de jour qui ne sont pas que le nôtre. Donc on a la chance d'avoir quand même pas mal d'équipes avec qui on travaille souvent, et on travaille aussi avec les équipes de l'ensemble de la Bretagne. Donc c'est pas exhaustif comme liste. Sur nos activités, donc on a une unité de soins palliatifs également de 8 lits, des hôpitaux de jour aussi. On fait des consultations en binôme avec les oncologues, des consultations en hôpital de jour de chimiothérapie et dans les différents services, et des suivis téléphoniques. On a, ce qui est assez intéressant aussi, une RCP de soins palliatifs qui a lieu au centre, qui a lieu tous les mercredis matins, où tous les équipes du territoire 5 se rejoignent, donc les équipes mobiles, les médecins infirmiers de l'unité de soins palliatifs, l'HAD. Et donc, c'est un moment où on se questionne sur des situations complexes, on se fait des transmissions pour des patients qu'on suit en commun, et c'est assez riche. Donc, l'unité de soins palliatifs est vraiment particulière au Centre Eugène Marquis parce que, bon, elle est déjà depuis 2001, donc c'est une des premières. Il n'y a pas beaucoup de centres de lutte contre le cancer qui ont une unité de soins palliatifs, et elle est au sein de 19 lits dans le service d'oncologie médicale. Donc ça, c'est assez intéressant, on pourra en reparler plus tard. Et donc, on a des staffs 3 fois par semaine. Moi, je suis au sein de cette unité de soins palliatifs, c'est-à-dire que j'ai plusieurs jours où je suis uniquement dans cette unité, et les lits ne sont pas identifiés, fonctionnent plus comme des LISP, mais donc je suis volante au sein de cette unité de soins palliatifs, et donc je peux voir des patients en soins palliatifs comme en oncologie médicale.
Notre autre activité, c'est donc les hôpitaux de jour. C'est quand même la grosse activité qu'on a, qui sont là depuis 2020, pour lequel l'activité ne fait qu'augmenter, surtout depuis que je suis arrivée. Donc, on en fait 4 à 5 par semaine et très probablement, ça va continuer à augmenter. Donc, vu que c'est des hôpitaux de jour, il y a besoin que deux intervenants, jour de soins palliatifs, besoin que des intervenants infirmiers et médecins. Donc, c'est des consultations en binôme qu'on fait avec les infirmiers et auxquelles on rajoute des intervenants comme la liste précédente, des intervenants des soins de support. Donc, assistante sociale, kiné, diététicienne, psychologue, enfin, les différents, et ça dépendra en fonction des besoins du patient, un peu comme Laura. Et donc, l'objectif, c'est de suivre des patients qui sont en cours de traitement oncologique. C'est pas de les voir après l'arrêt des traitements. Bon, les autres missions, évidemment, de formation, de participer au groupe des équipes de soins palliatifs du Unicancer, parce qu'il y a des équipes de soins palliatifs dans chaque CLCC. Voilà, je crois qu'on va commencer à faire... Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était vu qu'on a des profils différents, mais en même temps qu'on fait la même activité, c'était assez riche de pouvoir discuter ensemble des différents sujets. Je crois qu'on a mis des thématiques pour pouvoir discuter plutôt en regard croisé, quoi. Stéphane, du coup, je te laisse Tout à la fait. parole. Alors, la première, voilà, pour Ok. introduire. Alors, bon, merci, Laura, merci Juliette pour vos présentations. Donc, pour rappeler un petit peu le cadre à tous les participants, l'objectif c'était d'échanger sur nos pratiques. Alors, on savait qu'on s'adressait à un public connaisseur, majoritairement du champ de la cancérologie, avec des référentiels aussi quand même scientifiques. Alors, volontairement, on n'a pas fait de présentation justement très scientifique, centrée, avec des références, etc. Mais bien sûr, on a tous en tête Temel et bien d'autres sur ces questions de l'intégration précoce des soins palliatifs en cancéro. L'idée, c'est surtout que ce soit très orienté vers votre pratique, vers notre pratique, et qu'au-delà des mots, et merci encore une fois pour vos présentations qui l'illustrent bien, ces liens forts, et on voit bien comment ça se met en place de façon concrète à travers les staffs, les RCP, les discussions au quotidien, sur des aspects aussi géographiques dans les services, comment en adossant on va dire, des équipes de soins pallia à un HDJ et de la chimio onco, on peut resserrer et travailler efficacement ensemble. Et donc autour de ça, il y avait trois questions. Pardon. Peut-être juste une dernière chose, vous avez certainement remarqué aussi que dans vos deux présentations, régulièrement, on a lié, on a parlé de soins de support, de soins palliatifs. Donc ça, c'est des questions. Donc encore une fois, c'est plutôt comment on relie les choses ou pas. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on les comprend au quotidien? Euh, Depuis cette année, vous avez certainement entendu parler également de cette stratégie décennale de soins palliatifs, au même titre qu'il y a ces stratégies décennales de cancéro. De toute façon, tout ça est calqué et calé sur ce qui se passe en cancéro. Donc, on a aussi des cultures communes à ce niveau-là. Qui introduit, qui introduit ou qui rappelle peut-être, parce que c'est ancien, ce terme de soins d'accompagnement. Donc, ensemble aussi, on va se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on évoque tout ça entre nous et avec les patients? Et cette première question, c'est justement comment on se présente, comment ça se passe en vrai, comment ça se passe entre nous, comment ça se passe avec les patients, leur entourage, voire les autres médecins. Est-ce qu'on se présente, comment on présente cette question, comment on évoque cette question des soins palliatifs quand on est une équipe de soins palliatifs, ou bien quand on évoque la question des soins palliatifs dans les services d'onco ou ailleurs. euh, comment on présente cette démarche? euh, comment il y a plein de choses autour de ça, hein. Comment les oncologues, les médecins peuvent justifier en fait leur proposition en fait de rencontrer ou pas une équipe de soins palliatifs. Comment est-ce qu'on évoque globalement cette question des soins palliatifs? Voilà. Donc beaucoup de choses, mais autour de cette question centrale, peut-être déjà comment on se présente et comment on évoque ce sujet ou cette question peut-être des soins palliatifs, qui qu'on soit, j'ai envie de dire, et qui que vous soyez. Voilà. C'est ça, merci Stéphane. Effectivement, on s'est dit que c'était comme la base un petit peu. C'est peut-être possible d'enlever la slide pour le partage d'écran pour que
on puisse se voir peut-être en tête-à-tête. L'idée, c'était qu'on échange un petit peu sur comment nous, on se voit fonctionner avec les collègues. Je trouve que c'était intéressant, Juliette, ce que tu as amené effectivement dans votre articulation du mélange du SP et des leads d'oncologie. Nous, on a récemment déménagé, on a adossé l'HDJ à côté de l'oncologie et les bureaux de l'équipe mobile juste à côté du service de chimiothérapie. Et en fait, on a déjà remarqué que concrètement, ça changeait tout. Être présent au quotidien, croiser les personnes dans les couloirs, c'est comme une évidence. Ah oui, c'est vrai, tiens, du palliat, c'est vrai, j'avais tel patient. L'oncologue, il nous interpelle, il nous attrape au vol, il nous voit, il pense à nous. Et je pense que déjà, c'est aussi une base, c'est que ça facilite beaucoup, en tout cas pour notre fonctionnement. Déjà, on a démystifié les soins palliatifs du point de vue de la relation de l'oncologue et des soins palliatifs. Il n'a pas peur de nous, il n'a plus peur de nous. On est des gens qui sommes facilement accessibles et je pense que déjà c'est une base. Avant de parler de comment on se présente aux patients, déjà on est présent. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, moi, je trouve que de connaître les oncologues et d'avoir un lien proche avec eux, ça aide énormément. De les croiser aussi, on déjeune avec eux tous les jours. Donc, et c'est très souvent à ce moment-là qu'on discute de patients, en fait. Donc, c'est vrai que ça marche assez bien. Sur le sujet, comment on nous présente et comment on se présente, c'est vrai que nous, en soi, on s'appelle l'équipe de soins palliatifs. Donc, il y a le mot soins palliatifs qui fait très peur et qui parfois empêche les oncologues de nous faire intervenir parce qu'on sent que ça peut être un blocage et que ça peut être un frein. Moi, j'ai tendance à... Alors, la plus grande partie des cas, quand même, je trouve que les oncologues, les médecins nous présentent comme équipe de soins palliatifs. Et dans la majorité des cas, ça se passe sans aucun problème quand ils l'expliquent bien. Il y a des rares cas où on sent que c'est les termes qui posent problème et que on n'arrive pas à avancer avec le patient. Et ça arrive que nous, on soit appelé équipe de soins de support à la toute première consultation. C'est assez rare, c'est exceptionnel, mais ça peut permettre une entrée. Et l'objectif, en tout cas, nous, on s'est fixé que ça comme objectif, c'est qu'on puisse dire les termes à un moment dans notre consultation. Parce qu'on ne va pas suivre quelqu'un pendant des semaines, des mois, sans dire qui on est. Donc, c'est important qu'on arrive à le dire à ce moment-là. Par contre, je comprends que l'oncologue peut être en difficulté, donc après, on se passe le relais. Mais je trouve que les mots soins palliatifs, ça amène à des échanges qui sont quand même complètement différents. Et quand on dit les mots, on a des échanges qui n'ont rien à voir quand on se présente comme soins de support. En plus, j'ai eu le cas ce matin, j'ai vu une personne pour laquelle on s'est présenté comme soins de support. Et c'est vrai que on n'a pas du tout eu les mêmes discussions. Les discussions sont plus légères, on parle que des symptômes, on parle moins d'anticipation, moins de la maladie, donc c'est moins riche. Donc je pense que c'est important de réussir à le dire. Après, c'est un choix de notre part, déjà parce que je suis là depuis pas forcément très longtemps, je suis seulement là depuis 1 an, et que les hôpitaux de jour se lancent doucement. Je pense qu'à terme, si ça fonctionne bien, ce sera peut-être un critère, mais en tout cas, pour le moment, on autorise de se présenter comme soin de support si c'est compliqué. Laurent. Mais nous, on a pas mal triché, à contrario, tu vois. Nous, on a beaucoup commencé par rentrer en oncologie en se présentant et en allant voir des gens sur des prétextes de soins de support, justement pour briser la glace, en se disant, on se rencontre, vous nous connaissez, maintenant vous voyez à quoi on sert, vous tirez le bénéfice de ces rencontres. On est toujours au lit du malade, on n'a pas de bureau de consultation, on ne fait pas de consultation derrière un bureau, on est toujours dans la chambre du patient pendant ces séances. Et l'idée, après, c'est de faire du suivi. Donc, plus on arrive tôt, comme notre objectif, c'est de réussir à arriver assez tôt dans la démarche oncologique. On n'a pas de service de soins de support dédié, on n'a pas d'intervenant en soins de support. On a volontairement mélangé les casquettes pour pouvoir justement rayonner plus large. Donc, on rencontre le patient sur des prétextes et par contre, les infirmières, comme on a 3 infirmières, on a maintenant une infirmière dédiée à l'oncologie. Elle passe quasiment, elle est là tous les matins en oncologie et elle refait le tour des patients qu'elle connaît, dépendamment des besoins. Et donc, au fur et à mesure que la relation elle se construit, évidemment, il y a des moments où on va vraiment basculer dans
Et ben là, maintenant, il est peut-être temps de parler des choses un peu plus concrètes, plus profondes, de ces discussions, comme tu dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, le terme soin palliatif amène à un autre endroit que le soin de confort qui va parler vraiment du quotidien. Mais comme ces besoins-là, ils sont primés, c'est ça dont le patient a besoin de se saisir, c'est qu'on s'intéresse à sa qualité de vie. Et ben, on répond à cette demande-là, et derrière, une fois que le lien il est créé, on arrive très rapidement quand même à basculer. Quand on rencontre les patients plus tard, entre guillemets, dans des services, par exemple, de médecine, où là, on vient pour des symptômes réfractaires ou des patients en très gros état général altéré, ben là, on rentre en soins de support et on sort, ils savent qu'on est le soin palliatif. À ce moment-là, effectivement, on sait qu'il y a un moment où il va falloir switcher pour qu'on puisse aller loin dans la conversation pour prendre des décisions importantes. C'est ça. Et après, sur pourquoi on fait appel à nous, en tout cas au niveau des oncologues, des médecins, qu'est-ce qui justifie de faire appel à nous et comment ils l'expliquent aux patients, c'est un peu ce qu'on a dit, on a parlé beaucoup des symptômes réfractaires, donc ça c'est quand même le gros point. Il y a beaucoup, je trouve, la mise en place d'aide à domicile, d'aménagement du domicile, ça c'est aussi un sujet. Et de temps en temps, un peu aussi l'anticipation, mais c'est moins fréquent parce qu'on sent qu'on va vers des sujets un peu plus touchy et donc ils n'en parlent pas forcément. Mais les symptômes et l'aide à domicile, c'est quand même les grosses indications qu'eux peuvent nommer en tant qu'oncologues. Mais sachant que les oncologues savent évidemment gérer les situations palliatives, sinon on verrait tous les patients, donc c'est pas possible. Nous, nos critères à nous, en tant qu'équipe de soins palliatifs, c'est plutôt la complexité. Donc, c'est le score PALIA-10 avec des critères de complexité qui, donc évidemment, qu'il y a les symptômes, le social, mais il y a d'autres complexités psychiques, de compréhension de la maladie, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il faut qu'on arrive à les faire, nous amener d'autres patients qui n'ont pas que des difficultés au niveau des symptômes et de la majoration des aides, mais qui ont peut-être d'autres difficultés. Oui, je suis d'accord. Je pense aussi aux aidants. Régulièrement, quand on est en hôpital de jour, le patient est accompagné et c'est vrai que parfois on se saisit aussi du besoin de soutien des aidants pour pouvoir rentrer dans le parcours de soins du patient. Et puis nous, ce qui fait aussi une de nos forces, c'est qu'on va à domicile. Et donc, quand on voit que les situations commencent à devenir compliquées, l'idée, ça va être aussi d'aider le patient à cheminer vers peut-être un arrêt des traitements, etc. Et en allant au domicile et en voyant le patient vraiment chez lui, ça donne une autre perspective. Puis ça permet aussi de raconter l'histoire du patient différemment à l'oncologue, de le voir sous une autre facette, de voir comment au quotidien ça se boutique et finalement de donner aussi des arguments pour aller vers un allègement peut-être parfois aussi, parce que moi je trouve qu'il y a vraiment de ça dans l'intérêt des soins palliatifs précoces, c'est de permettre de diminuer la surmédicalisation en oncologie, de permettre aux patients d'être dans sa temporalité pour arrêter les traitements quand ils s'y sentent prêts. Là, on sort un peu du cadre de la thématique de comment on se présente. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi, Stéphane, comment tu nommais les soins d'accompagnement. Moi, j'aime beaucoup aussi ce terme de soins d'accompagnement à la maladie, que j'aurais presque envie d'extrapoler à toute pathologie chronique ou gériatrique. Qui façonne pas mal notre activité de soins palliatifs à large, c'est de se dire qu'en fait, on est là pour accompagner le patient, quelle que soit sa maladie, a fortiori dans une pathologie, l'oncologie, qui démarre dès le début quand on est sur une approche métastatique. On est dans une démarche palliative, faut se le dire, c'est important de le savoir. Il y a des pathologies qui vont devenir chroniques tellement elles sont traitées longuement, mais au contraire, ils ont besoin de ces soins de support et de cet accompagnement et qu'on ne leur lâche pas la main tout au long. Et donc, quand on a commencé à leur tenir la main plus tôt, et ben, quand l'oncologue il doit lâcher, moi je l'ai vraiment vu la différence. L'oncologue il lâche plus facilement. Il a beaucoup plus de facilité à dire stop au traitement et plus faire de la chimiothérapie complaisance entre guillemets. Faut aussi dire que parfois ça arrive. Et ben, le fait qu'on soit déjà là pour faire le relais, ça fait une grosse différence. Donc l'intérêt, l'oncologue il y voit cet intérêt là, c'est certain. Ouais, mais c'est comme ça qu'on l'explique aussi aux patients. C'est-à-dire que
Alors, je pense que les oncologues expliquent les soins palliatifs, donc ça c'est quasi certain, ou les autres médecins qui proposent aux patients de nous rencontrer. Moi, je propose systématiquement de leur réexpliquer ce que c'est les soins palliatifs précoces, les soins palliatifs tout court. Alors, les gens l'assimilent beaucoup à la fin de vie, et je pense que la grande majorité de la population aussi. Donc, ça nous permet un peu de prendre du recul et de dire, en fait, c'est pas que ça, que nous, on suit aussi des personnes qui sont encore sous traitement, qu'on les suit pendant plusieurs mois. Et moi, j'aime bien dire donc, que c'est pour les patients qui ont des maladies graves, qui évoluent et qui ne vont pas guérir. Donc ça confirme souvent ce qu'ils m'ont dit précédemment, qu'ils savent qu'ils ne vont pas guérir. Et dans les objectifs, je dis que notre objectif, c'est leur qualité de vie, donc c'est un peu ce qu'on disait. Et avec, je reprends les termes de symptômes, d'adaptation du domicile, de l'anticipation. Ça permet d'être des choses plus concrètes parce que souvent, ils arrivent un peu perdus en se disant mais qu'est-ce que je vais faire là, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc ça aide un peu à voir ce qu'on peut proposer. Et après, sur les soins palliatifs précoces, alors je ne sais pas, est-ce que c'est le bon terme au fond? Est-ce qu'on ne dirait pas plus soins palliatifs intégrés? Parce que le fait de devoir rajouter un précoce, ça signifie que habituellement les soins palliatifs sont tardifs. Alors, je pense que oui, c'est parce que les gens imaginent ça que pour la fin de vie. Alors, qu'il faudrait ne pas forcément parler de précoce, mais de intégrer. Mais c'est à ça que ça ressemble quand on voit la description de votre activité. Le fait que l'équipe mobile, que ton activité à toi soit intégrée dans les consultations en binôme, mais on commence à en faire, je trouve ça très très chouette aussi. Ça démystifie beaucoup beaucoup de choses, puisque le patient il est face à 2 médecins, et puis même l'infirmière, j'imagine qu'elle est là aussi. Ça doit vraiment donner du corps à la prise en charge initiale. Et puis, il peut y avoir aussi un investissement. En tout cas, je donne aussi, je le verse en soins de support initialement, comme je disais aussi. Et on sent qu'il y a un investissement sur le côté soins de support en disant, bah voilà, on peut améliorer votre qualité de vie avec ces soins de support, avec les soins palliatifs, et donc une meilleure tolérance peut-être du traitement, une autonomie qui va se maintenir, le fait de peut-être ralentir, donc au final, le cancer avec tout ça. Et donc, ça permet, eux, ils s'investissent plus dans cette prise en charge palliative qu'ils vont comprendre, qui est associée vraiment au traitement. Ça rend la démarche beaucoup plus active, les patients plus acteurs que passifs. C'est vrai que les soins palliatifs, il y a une vraie... et je pense que ça dessert la démarche de soins palliatifs, qu'on croit que finalement, il n'y a plus rien à faire, donc il y a les soins palliatifs. Et on aime beaucoup dire c'est ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, mais en fait, plus on est précoce, plus on met le patient dans la boucle de ce qu'il peut faire. Et moi, j'ai coutume de dire, ben voilà, on fait notre part en mettant la chimiothérapie pour lutter contre le cancer. Vous avez votre part à faire aussi. Et comment, en accompagnant la maladie avec notre aide, il peut mieux faire sa part. Juliette Laura, je vous interromps presque voilà, volontairement, puisqu'on s'est mis 3 questions avec des échanges. Et peut-être sur cette première question sur laquelle vous nous avez apporté déjà des éclairages très intéressants, quelles sont les personnes qui souhaitent réagir sur autour de cette question justement de la présentation, de la dénomination, à partir de votre expérience, de vos questions, des remarques, enfin, encore une fois, dans le but de faire progresser les choses? Qui souhaite? Agnès, je vois que tu lèves la main comme ça à l'écran. Oui, bonjour. Agnès, patiente partenaire au Centre Jeanne Marquis. J'entends entre autres au Centre Jeanne Marquis, mais en tout cas une journée par semaine. J'entends que ça se passe entre médecins. Est-ce qu'il y a l'adressage, la proposition aux patients? Est-ce que c'est automatiquement via des oncologues que cette présentation peut être faite? Alors non, ce n'est pas que du tout que les oncologues, c'est la grande majorité. Je pense que déjà les soignants autres que médicaux n'osent pas forcément aborder le sujet des soins palliatifs et ne se sentent pas à leur place pour en parler alors qu'ils pourraient tout à fait en parler. Parfois, c'est les patients eux-mêmes qui l'abordent. C'est très exceptionnel, mais ça arrive. Et dans ce cas, s'ils l'abordent, nous, c'est... En fait, on analyse toutes les demandes d'intervention d'équipe de soins palliatifs. On se demande est-ce que c'est justifié qu'on intervienne, à quel moment, comment, etc. Quand c'est une demande d'un patient qui souhaite nous rencontrer, là, on essaye de se mettre en place assez vite et de les rencontrer rapidement. Ça, pour le coup, à partir du moment où ils nous demandent. Mais c'est très rare qu'eux-mêmes en parlent.
Alors nous, c'est un peu différent parce qu'effectivement, l'équipe des infirmières de chimio est très, très autonome pour nous demander de rentrer en relation avec le patient. Depuis qu'on a vraiment acquis à la cause notre oncologue qui, du coup, a vraiment vu les bénéfices au quotidien de nos interventions, quelles que soient les raisons de prise en charge. Donc, ça arrive en fait que l'infirmière propose notre passage. Quand ça n'a pas été présenté comme tel, comme étant une démarche palliative de la part de l'oncologue, c'est à ces moments-là souvent qu'on arrive comme les soins de support et que à éventuellement la consultation suivante avec l'oncologue, ben justement, sachant qu'on est dans la boucle, il est peut-être plus de facilité aussi à poser le mot soin palliatif dans une deuxième étape. Et parfois, c'est que des infirmières qui rencontrent le patient sans le médecin. Et ça aussi, c'est parfois moins intimidant de ne pas avoir un docteur qui débarque dans la chambre. Et donc, il y a quand même beaucoup d'infirmières qui gèrent des suivis, qui viennent nous chercher pour une ordonnance, mais finalement, on ne voit pas le patient tout de suite. Voire jamais, des fois. Merci beaucoup Agnès, merci beaucoup à vous. Alors, il y a d'autres personnes qui ont levé la main. Alors, je crois que c'est l'équipe de Mireille, entre autres, et puis Annie peut-être après, si je ne me trompe pas d'ordre. Oui, merci. Moi, je suis Célia Remer-Bécu. Alors, merci pour les échanges. Hein, c'est vraiment très intéressant. Puis, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'interviens parce que moi, je suis oncologue et je suis formée et j'ai eu des fonctions de médecin de soins palliatifs. Donc, je peux en fait apporter différents témoignages. Alors, dans différentes structures où j'intervenais, par exemple, que au titre des soins palliatifs, en équipe mobile notamment, je me suis rendu compte que c'est plus simple d'intervenir avec une casquette bien précise et effectivement de développer avec les oncos ou les médecins référents sur quel accompagnement, quelle prise en charge on va présenter, et utiliser le thème de soins palliatifs est vraiment important pour pas qu'il y ait de confusion, que le patient l'entende par l'infirmière et qu'il n'a pas eu les explications qui vont avec. Après, en tant qu'oncologue, du coup, moi je suis très investie dans les soins de support depuis longtemps et je pense que c'est absolument fondamental. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on accompagne le patient et qu'on est déjà très présent en soins de support et qu'on a cette double casquette onco-soins palliatifs, comme je l'ai là à Redon, notamment par rapport au lit identifié de soins palliatifs. C'est plus difficile, alors même si on utilise le terme de soins palliatifs et qu'il faut l'expliquer, ça peut être plus difficile. C'est pas qu'on veut pas l'expliquer ou qu'on veut pas non plus laisser la main. Alors ça dépend de la structure, des ressources qu'on a autour. Hein. Mais c'est vrai dans ces situations-là, c'est vraiment important quand on a une équipe ou par exemple on a la chance d'avoir l'équipe mobile aussi, de pouvoir dire là ça serait bien qu'il y ait un tiers qui intervienne dans cette relation parfois très duel entre l'onco qui a suivi le patient pendant des années avec des hauts et des bas, beaucoup d'annonces de mauvaises nouvelles, mais aussi des améliorations. Et où le patient, même quand on lui dit non, mais cette fois-ci, c'est vraiment, il dit mais non, vous avez trouvé quelque chose, docteur. Enfin, donc même, voilà, c'est un peu difficile et l'intervention d'une équipe tierce, donc équipe mobile ou médecin sur place, c'est effectivement très aidant pour l'onco. Et c'est vrai que moi, je pense qu'en termes de présentation, d'utiliser les soins palliatifs associés au terme de soins de support de façon tôt dans la temporalité de l'histoire de la maladie, c'est vraiment important. Après, il y a des patients qui s'en emparent plus ou moins bien. Mais il faut aussi, moi je pars du principe que on leur tend des perches et puis il faut leur tendre ces perches, d'ailleurs que ce soit le médecin effectivement ou l'équipe soignante, hein, parfois ils choisissent leur interlocuteur aussi.
mais respecter aussi ce que le patient il peut entendre à l'instant T. Je pense aux patients, on est un hôpital de proximité, donc on a des patients qui arrivent par les urgences, par exemple, avec des situations parfois déjà très avancées, qui commencent néanmoins un parcours spécifique. Alors moi, je travaille avec des collègues d'Eugène Marquis. Et donc, voilà, ils sont dans un parcours spécifique. En même temps, ils sont très symptomatiques. Donc, on anticipe le fait que ça puisse aussi assez vite mal se passer. Et voilà, il faut parfois s'adapter au rythme du patient, mais en parler le plus tôt possible. Ça, c'est sûr. Je rebondis dans le sens où finalement, c'est un peu une manière d'être assez transparent sur un diagnostic. Et finalement, le patient, il a parfois besoin que ça soit expliqué de plein de manières différentes, que sa maladie, elle ne va pas guérir. Et le fait d'utiliser très rapidement le terme palliatif, ça permet aussi d'inclure dans la démarche du patient et dans le parcours du patient tout au long de sa chimiothérapie qu'il est bien intégré cette démarche, qu'on est là pour possiblement du temps long, mais de l'incurable. Et c'est comme parfois la différence entre métastase et cancer généralisé. Le patient, il va imprimer cancer généralisé alors que métastase, il ne l'aura jamais vraiment intégré. Donc parfois aussi, c'est jouer avec le langage qui permet au patient de faire son chemin. J'en profite pour juste répondre à la question qui sollicite l'équipe de soins palliatifs au domicile. En fait, en général, les patients d'oncologie, on les suit déjà quand même très régulièrement depuis l'hôpital. Quand il y a des besoins du domicile, c'est souvent plus pour du soin palliatif plus tardif. Quand ça vient du médecin traitant ou de l'équipe soignante du domicile, c'est souvent parce que le médecin il se ressaisit du dossier d'oncologie, alors que la plupart du temps, le médecin traitant, il en est quand même dessaisi pendant un bout de temps tout au long du parcours oncologique. Donc, il y a comme quand c'est vraiment clair que c'est plus de l'oncologie, il peut prendre la main et nous appeler. J'ai un peu cette impression que c'est comme ça que ça se passe. Mais, C'est vrai que sur les aspects, on va dire, sur les aspects réglementaires un petit peu de la sollicitation d'une équipe mobile de soins palliatifs, en soi, c'est assez large, hein, parce que bien sûr, un médecin peut le faire, d'autres professionnels de santé peuvent le faire, principalement beaucoup, les infirmières, parce que vous êtes très, très exposés à ça, mais également l'entourage, la famille et le patient lui-même. Après, ce qui est important, c'est surtout de pouvoir le faire en communiquant suffisamment et en concertation, notamment dans une équipe, de façon à ne pas se mettre en porte-à-faux. Mais en tout cas, globalement, légalement, tout le monde peut le faire. Annie, tu souhaites intervenir? Oui, bonjour à tous. Je voulais intervenir parce qu'on a encore une façon différente de prendre les patients en charge en soins palliatifs pour le centre Saint-Yves, parce qu'en fait, je suis le médecin d'hospitalisation du centre Saint-Yves et dans le service, on a des lits identifiés de soins palliatifs, donc je suis aussi le médecin référent. Donc en fait, la prise en charge d'oncologie est complètement intégrée à celle de soins palliatifs. J'ai pas vraiment besoin de me présenter comme telle, puisque de toute façon, les patients me voient toute la journée. Les seuls moments où j'ai besoin de prononcer les mots soins palliatifs, c'est pour recadrer les objectifs de soins. Par exemple, mais quand le patient ou la famille surtout qui demande, mais c'est pas de l'acharnement tout ça. Donc là, je me positionne en tant que médecin de soins palliatifs pour recadrer effectivement les objectifs de prise en charge de qualité de vie, voire de durée de vie même. Donc voilà à quel moment je suis un peu obligée d'utiliser les mots, mais je pense que en fait ça apaise de savoir qu'on va aller ni dans un sens ni dans un autre quand on réexplique correctement les objectifs de soins par rapport à ce que l'oncologue nous a dit et quelles étaient les possibilités de traitement quels qu'ils soient. Voilà. Merci, ça montre bien que on voit bien que les termes soins palliatifs, ça permet quand même quelque chose de poser les mots, d'avoir un autre discours, de montrer les objectifs aussi. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de montrer qu'on a les mêmes objectifs que l'oncologue. C'est pour ça aussi que nous, on fait des consultations binômes, que lors de nos hôpitaux de jour, on essaie de faire en sorte que l'oncologue vienne quand il le souhaite et quand il le peut, parce que parfois c'est toujours compliqué, mais quand ils viennent après nous ou en même temps que nous, on arrive à avoir le même discours et je pense que ça rassure beaucoup le patient. On va peut-être passer à la slide suivante, du thème suivant, parce qu'on a quelques questions sur le
la logistique un peu, comment ça marche? Tout à fait. C'est vrai qu'on, d'ailleurs, le lien était bien fait dans les interventions au sujet du parcours patient. Savoir quelles sont les différentes voies d'entrée, justement, dans ce suivi palliatif, précoce ou pas. Comment on s'inclut dans ce parcours de soins oncologiques, sous quel mode d'intervention. On avait commencé à l'évoquer, l'hôpital de jour, l'hospice, la chimio. Et puis aussi, est-ce qu'on a commencé à évoquer aussi quel est le bon moment pour le patient? Tu peux peut-être commencer, Laura. Quelqu'un Ah bah, ok. Pardon. Donc, en fait, oui, le parcours du patient, comme on l'a dit, hein, on parle beaucoup de ce qui se passe en intra et en interne avec les relations avec le médecin. On a quand même vu, donc il y avait plusieurs questions aussi, j'ai vu passer autour de RCP, etc. Donc, nous, on a des temps de staff communs avec l'oncologie une fois par mois qui permettent de mettre en évidence les patients qui nécessitent qu'on prenne en charge. Les demandes, elles se font quand même essentiellement à l'oral. On a un formulaire, etc. Mais au final, c'est beaucoup des temps informels ou formels. Mais on est une petite équipe dans un petit hôpital, donc il n'y a pas trop de bureaucratie. On va se faire notre petit formulaire de suivi après. Et effectivement, dès qu'il y a besoin d'aller au domicile, on inclut le médecin traitant. On ne fait pas nécessairement de courrier quand c'est des interventions intra-hospitalières. Peut-être qu'on devrait, mais c'est aussi par manque de temps. Et dès qu'on va devoir aller au domicile, le médecin traitant est inclus dans la boucle. On lui propose de venir faire les rencontres à la maison. En général, on sent qu'il faut aller à domicile quand la situation nécessite une anticipation. Quand on voit que le patient commence à se dégrader, qu'il y a des risques d'hospitalisation un petit peu ou de problématiques aiguës qui arriveraient, où là, il va falloir un peu aplanir les choses. On aime bien avoir ces discussions-là à la maison. La perspective, elle n'est pas du tout la même puisqu'on est sur sortir de chez soi pour aller aux urgences ou pour faire des entrées directes le plus possible. Je trouve qu'il y a un vrai bénéfice à avoir un lien avec toutes les structures, notamment pour limiter les passages aux urgences et travailler de pied ferme pour que les patients on soit dans la réactivité. Parfois, on est sollicité directement par l'oncologue quand il y a un patient qui se dégrade. Plus tard que ce matin, c'était le cas pour une hospitalisation directe. Et ça aussi, ça facilite beaucoup le parcours du patient, qu'on fasse le lien, qu'on explique. Parfois, c'est à ces moments-là qu'on explique le soin palliatif, parce que là, pour le coup, on ne rentre pas en unité de soins palliatifs sans avoir clairement mis le nom dessus, puisque c'est écrit sur la porte, quoi. Dans nos voies d'entrée, on a l'avantage d'avoir l'unité de soins palliatifs dans le service d'oncologie et avec des médecins de salle qui ont une grande sensibilité aux soins palliatifs, je fais partie de leur équipe et donc on a des liens très faciles. Donc forcément, ils vont penser assez facilement à m'orienter des patients, à demander un hôpital de jour pour tel patient. Moi, je suis là la moitié du temps dans ce service-là, donc en fait, je peux les voir rapidement. Et donc là, j'arrive à faire du soin palliatif précoce facilement. Et ça, c'est assez bien. Ce qui marche aussi, c'est qu'on a une unité non programmée. Et là aussi, c'est les mêmes médecins qui sont aussi des médecins de salle avec qui je travaille très souvent et donc ça aide pour nous orienter des patients facilement. Et l'autre, on parle des échanges informels avec les oncologues tout à l'heure, c'est aussi une voie d'entrée vers les soins palliatifs précoces. Et il y a l'aide à la rédaction des directives anticipées. Ça aide beaucoup. Il suffit que l'oncologue ou d'autres médecins ou des soignants parlent des directives anticipées, que le patient a besoin d'un peu plus d'informations. Là, c'est les infirmiers de soins palliatifs qui viennent aider le patient. Donc forcément, ils se présentent comme soins palliatifs et donc ça peut faire une porte d'entrée intéressante. Et puis, je redis aussi, moi, de notre côté, on a aussi tous les services de spécialité, notamment la gastroentérologie, la pneumologie, beaucoup avec lesquels, à force, on voit vraiment que c'est aussi
plus on travaille ensemble, plus on a envie de travailler ensemble. Donc nous, on n'est pas forcément effectivement sur des lieux, on est dans le même hôpital, mais bon, il faut se déplacer. Donc l'avantage de l'équipe mobile, c'est qu'elle est transversale. Et donc, on a des sollicitations régulièrement. Et à terme, quand on aura une équipe assez étoffée, il y aura vraiment un intérêt à avoir des staffs quotidiens dans certains services où on voit que la proportion de soins, de patients qui nécessitent une prise en charge palliative précoce ou pas, mais en hospitalisation, les deux se mélangent un peu. Hein. Ouais. Et donc, ce qui fait qu'on est quand même assez... Enfin, moi, j'arrive à être incluse pour certains patients assez tôt. Et donc, on fait vraiment une consultation en co, un hôpital de jour de soins palliatifs avec l'oncologue. Après, il le revoit, je le revois. Enfin, on arrive à bien s'articuler et à faire vraiment intégrer la prise en charge palliative dans la prise en charge oncologique. Avec, on parle de médecin traitant, mais lien de médecin traitant. Nous, on essaie de l'appeler dès qu'on peut et quand on arrive aussi à les avoir, mais dès qu'on a fait un hôpital de jour, on essaie souvent de les appeler pour les mettre dans la boucle, pour qu'ils soient au courant un peu de la situation, qu'on a abordé les soins palliatifs. Enfin, ça les aide aussi. Annie, je vois que ta main est encore levée, si tu veux intervenir. Bon, c'est vrai que le temps passe vite quand on évoque des sujets comme ça intéressants. Peut-être voilà, enchaîner sur cette dernière question qui est bien reliée aux autres aussi, à savoir cette question, comme on l'a dit, comme on l'a évoqué au début, de l'évocation des soins palliatifs précoces en cancérologie. Elle n'est pas nouvelle et elle est certainement infinie, en tout cas. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui dans nos contextes à nous, là, tous ensemble, c'est à partir de votre expérience, quel bénéfice de ça pour le patient et pour les équipes qu'on représente, tant dans le champ de la cancérologie que des soins palliatifs, ou plutôt sur ces thèmes de l'oncologie et des soins palliatifs, puisqu'on a vu que parfois c'était les mêmes équipes. Donc. Par rapport aux patients, moi je trouve que, alors sans revenir sur les symptômes, etc., ce qu'on a déjà dit avant, mais je trouve qu'il y a vraiment, ils expriment vraiment un sentiment d'être accompagnés. Ça les rassure beaucoup de savoir qu'il y a une équipe qu'ils pourront contacter, qu'ils vont voir peut-être plus fréquemment que l'oncologue, lesquels on a moi j'ai des consultations d'1 heure, 1 heure et demie. Et donc forcément, je pense que ça les rassure. On a beaucoup de retours où des patients nous disent, en fait, on aurait voulu vous rencontrer plus tôt. Donc, c'est plutôt agréable. On se dit, ça peut peut-être motiver à en voir d'autres plus tôt et à motiver des oncologues, d'autres médecins ou des soignants à nous orienter. Il y a toujours une petite anxiété quand même avant la consultation, la première consultation, ça ils nous le disent. Hein. Souvent, ils ne dorment pas très bien juste avant de nous rencontrer. Mais sinon, je trouve que c'est beaucoup de retours très positifs. On sent qu'entre le début de la consultation, les gens sont très renfermés. On sent qu'il faut briser un peu la glace. Et à la fin de la consultation, ça finit par être très agréable alors qu'on a abordé des sujets difficiles. Mais il y a en fait notre capacité à aller explorer vraiment des endroits que le patient n'est pas capable d'explorer tout seul. Cette idée un peu que évidemment, quand on entend cancer, on entend mort dans la tête d'un patient. Ça fait ni une ni deux. Hein. Mais par contre, c'est refoulé bien loin. Et ces zones un peu de refoulement, j'ai l'impression elle contribue au fait que le patient il n'arrive pas à lâcher prise parfois aussi sur les traitements actifs alors que c'est plus le moment. Et donc finalement quand on a pu enfin aller lui prendre la main pour aller démystifier ces zones-là, aussi beaucoup parler finalement de la fin de vie. Il y a beaucoup de situations où finalement on est vraiment à froid et on le redit bien, le patient là c'est pas du tout le moment, vous allez très bien, mais qu'est-ce qui vous angoisse, quelles sont vos peurs et à les démystifier. Parfois même, moi ça m'arrive même de parler de la sédation profonde et continue jusqu'au décès, en amenant moi-même le sujet pour dire il y a toujours cette porte-là. Dans le pire des cas, si vous avez trop peur de souffrir tellement, il y a la possibilité, dans le cadre bien réglementé que je rappelle à ce moment-là, mais d'amener une sédation au moment de la fin de vie. Et là, c'est comme si tout d'un coup, il y a une grosse charge d'angoisse qui diminue et on peut vraiment aller construire quelque chose derrière. Donc, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice pour le patient dans notre capacité à anticiper les questions et à amener nous-mêmes les questions ardues sans se défiler, en étant solide et surtout à inclure l'entourage aussi dans ces discussions-là.
Et je trouve que c'est une des forces des soins palliatifs, c'est d'avoir vraiment cette vision globale du patient qui permet d'aller dans les petits recoins où il y a des petites choses à mettre de la lumière dessus, qui permet derrière de vraiment travailler la route pour qu'elle soit le plus plane possible. Et en général, l'anticipation permet de vraiment diminuer les embûches. Hein. Ouais, et ça, c'est un bénéfice aussi pour l'oncologue, parce que forcément, c'est un gain de temps pour lui, parce qu'on fait vraiment une prise en charge globale, on synthétise tout le dossier, on fait beaucoup de coordination, on arrive à faire avancer le patient en parallèle. Donc, il n'est pas obligé de tout dire, l'oncologue, mais on a aussi un rôle pour essayer d'aider le patient à savoir où il en est. Mm. Et donc, ce qu'on disait aussi, il y a le regard extérieur, prendre du recul avec une autre équipe, ça, c'est assez, les oncologues disent que c'est bien, ça évite quand même de rester dans la proportionnalité des soins, en tout cas, donc ça peut les aider. Et sur la difficulté qu'ils peuvent avoir, et ça j'ai beaucoup de retours, c'est avec l'avancée des traitements actuels et avec des traitements qui peuvent vraiment être extrêmement efficaces, comme un peu en hématologie. Soit on se retrouve avec des gens qui peuvent guérir, soit ils peuvent décéder très vite. Et là, on sent que le précoce, c'est difficile à faire et qu'ils ont du mal à nous orienter des patients à ce moment-là parce qu'ils nous disent bien, en fait, j'aurais pu le guérir comme il pourrait décéder en quelques semaines. Et là, c'est plus dur. Oui, là, nous, on n'a pas le même profil de patient non plus sur le site de Pontivy, et donc ça change aussi un petit peu la perspective. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la pluridisciplinarité, elle est toujours au bénéfice de tout le monde. Je pense que moi, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que pour avoir une équipe assez un oncologue tout seul, c'est pas un exercice facile. Et donc avoir le binôme médecin, soins palliatifs et oncologue, ça permet aussi de diminuer un petit peu cette charge sur les épaules. Et effectivement, on s'était bien dit l'histoire de la relation oncologue-patient qui est là de longue date, faire rentrer un tiers pour un petit peu équilibrer quand ça commence à se déséquilibrer la situation médicale, c'est vraiment aussi un soutien pour tout le monde. Et moi, j'adore travailler comme ça parce que personnellement, en tant que médecin de soins palliatifs, moi, je suis vraiment dans une démarche intégrative de la santé et je trouve que plus on fait remonter dans le parcours de soins précoces et donc plus on est en amont dans ces soins d'accompagnement à la maladie, plus on a une prise en charge qui est satisfaisante. On arrive à avoir le patient au fil de son parcours de soins jusqu'à la fin. Il y a un vrai partenariat qui se développe et nos plus belles prises en charge, c'est celles qui ont débuté tôt. Alors, je vois qu'Annie, à nouveau, la main levée. Je ne me suis pas trompée cette fois, effectivement. C'est pour vous dire, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Le patient, faut lui montrer que jusqu'au bout, on restera avec lui et qu'il n'y aura pas de non-abandon, même si les traitements spécifiques s'arrêtent. Et je pense que il faut lui montrer qu'on sera prêt pour lui et sa famille jusqu'au bout. Et puis, oui, bien sûr, la pluridisciplinarité, ça aussi, c'est quelque chose d'important à montrer aux patients, qu'on se cause entre nous, que le médecin de soins palliatifs et les oncologues, on échange en permanence, même si les choses vont mal, même si ça se complique, et qu'on est toujours à plusieurs pour prendre les décisions. Voilà. Je suis d'accord. Le patient, il n'y a rien de plus difficile pour lui que de devoir répéter, raconter sa maladie plein de fois, avoir l'impression qu'il n'y ait pas de coordination. On a encore des progrès à faire avec le libéral. On essaye le plus possible de faire le lien avec la ville. Mais des temporalités qui sont différentes font que on n'a pas de RCP avec les libéraux encore. Ça fait partie des pistes de choses qui pourraient se développer effectivement. À suivre. En tout cas, on est très contente d'avoir pu. Moi, je suis très contente d'avoir pu échanger avec toi, Juliette, aussi sur votre modèle qui diffère du nôtre à quelques points d'organisation, mais dans l'esprit et dans le fond, on est sur des démarches similaires. Et on encourage effectivement tous les acteurs de santé en oncologie à oser adapter leur discours aux patients et à voir les retombées positives que ça peut avoir pour tout le monde. Et puis
c'est deux exemples, hein, on en est deux, mais il y a plein Oui, d'autres exemples et tout à fait. plein d'autres équipes qui fonctionnent peut-être différemment avec des points communs, des points différents. Donc, mais je trouve que c'est assez riche. Merci beaucoup. Effectivement, il y a quelques d'autres exemples, notamment, je vois dans le fil de discussion, un exemple notamment de l'HAD35 qui explique qu'en pédiatrie, ils interviennent dès l'apparition des symptômes en fait, pour être connus déjà des familles et des enfants pour permettre finalement un retour facilité s'il y a eu notamment une interruption lors de la prise en charge. Voilà, également aussi au niveau du flux, voilà, qui précise bien qu'il y a du lien qui est fait avec la ville. Et voilà, le côté interprofessionnel dont on parle depuis le début de ce webinaire. Il est 13h03, merci beaucoup à tous. Je pense, enfin, sauf s'il y a vraiment une question qui brûle les lèvres de quelqu'un, mais sinon on va essayer de couper, on n'aura presque pas de retard. Je ne sais pas si vraiment si quelqu'un souhaite s'il y a quelqu'un une dernière question ou si c'est tout bon. En tout cas, des vifs remerciements à Juliette et Laura pour votre intervention, parce que en ce qui nous concerne, par transmission de pensée avec Morgane et Aurélie, on est déjà franchement satisfait d'avoir pu faire ça, en espérant que ce soit un format qui vous convienne et avec vraiment l'envie de poursuivre sur des thématiques qui vous parlent au quotidien. Ce qu'on a particulièrement apprécié et ce que vous avez pu confirmer, c'est que on souhaitait avoir des propos vraiment constructif, ancré dans la réalité, dans votre réalité, sur des retours d'expérience, donc des faits, c'était vraiment le cas. Donc c'est très important, on a entendu plein de choses, euh, et aussi accompagner des soins intégrés et plein d'autres choses encore qu'on retrouvera aussi sur l'enregistrement là. Donc avec grand plaisir pour poursuivre ces échanges, on vous invite vivement aussi, je vois Agnès et je pense aussi à la place, je veux dire quand on est professionnel, on n'est pas malade, on ne l'a pas été, on le sera peut-être, mais on n'est jamais à la place des patients. Et quand on est patient, rien de mieux qu'un patient pour parler à un autre patient de son expérience patient, ça c'est sûr. Et donc, vraiment, à votre service sur nos deux structures pour poursuivre ces expériences donc, de webinaires, répondre à des problématiques du terrain et vous aider à notre niveau, comme c'est notre mission. Merci beaucoup à tous. Et voilà, Morgane, on te laisse le mot de la fin. Merci. Non, très bien. Merci beaucoup à tous. Et puis à bientôt. Et merci beaucoup aux deux oratrices, vraiment Avec d'avoir pris le plaisir. temps de préparer le webinaire et d'intervenir. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Merci. Bon appétit. Au Merci, bon revoir. appétit. Au revoir. Et bonne fête. Et bonne fête.